Et si la nuit du 16 octobre 2025 avait bouleversé la sécurité du continent à jamais? Cette interrogation hante désormais les couloirs du pouvoir, du nord au sud, d'est en ouest, de Lisbonne à Athènes, de Berlin à Bucarest. Les experts s'y attardent, les militaires la dissèquent, les gouvernements la redoutent. Car ce qui s'est joué cette nuit-là n'a rien d'un simple épisode dans la longue chronique des conflits européens. C'est un séisme, une fracture dont les ondes de choc continuent de se propager. En quelques heures à peine, la Russie a orchestré une série de frappes massives, méthodiques, sans précédent, visant les artères logistiques de l'Ukraine occidentale. Jamais, depuis le début du conflit, une telle concentration de moyens n'avait été observée. À titre de comparaison, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale pour trouver un précédent où des infrastructures civiles et militaires clés ont été simultanément ciblées dans le but de paralyser un adversaire. Comme lors de l'opération Gomorrhe en 1943, quand les Alliés ont rasé Hambourg pour briser le moral et la logistique allemands, Moscou a cherché cette nuit-là à infliger une blessure profonde, durable, irrémédiable à la capacité de résistance ukrainienne. Des dépôts entiers de carburant ont explosé. À Lviv, la plus grande réserve de combustible d'Ukraine occidentale, capable de soutenir les besoins d'une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes pendant des mois, a été pulvérisée en quelques minutes. À Ternopil, un carrefour ferroviaire vieux de plus d'un siècle, essentiel depuis la Première Guerre mondiale, a été réduit en cendres. À Khmelnytsky, un centre de commandement ultramoderne, bâti avec l'aide de conseillers occidentaux, a simplement disparu sous une pluie de bombes guidées et de drones kamikazes. Plusieurs villes, autrefois considérées comme l'arrière-garde la plus sûre du pays, se sont retrouvées plongées dans le chaos. Déflagrations, coupures de courant soudaines et d'immenses colonnes de fumée noire visibles à des dizaines de kilomètres. Des témoins racontent avoir vu le ciel s'illuminer comme en plein jour. Les sirènes d'alerte, hurlant sans répit, n'ont pas suffi à masquer le grondement des explosions. Les hôpitaux, privés d'électricité, ont dû recourir à des générateurs de fortune. Les gares, jadis grouillantes de réfugiés et de convois humanitaires, sont devenues des lieux de désolation, jonchés de débris et de wagons calcinés. L'objectif de Moscou est limpide: paralyser, voire anéantir, la capacité opérationnelle et la mobilité militaire ukrainienne en frappant le cœur de sa logistique. Une stratégie qui rappelle l'art de la guerre de Sun Tzu. Privez l'ennemi de ses moyens de subsistance et vous n'aurez pas à affronter ses armées sur le champ de bataille. Le risque immédiat, un effondrement en cascade du système d'approvisionnement, ouvrant la voie à une paralysie durable de l'armée ukrainienne, y compris sur les fronts les plus éloignés de la ligne de contact. À Kiev, la stupeur domine. Les responsables militaires prennent conscience, parfois trop tard, que la résilience du système de défense nationale est soudainement mise à nu. Les réunions d'urgence se multiplient dans les bunkers sécurisés, tandis que les chaînes de commandement tentent de rétablir un semblant d'ordre. À Moscou, certains parlent déjà d'un tournant historique, susceptible de redéfinir durablement le rapport de force en Europe de l'Est. Des généraux russes, devant les caméras, évoquent même un « moment Stalingrad » à l'envers, la bascule d'un conflit longtemps enlisé. Dans les capitales occidentales, de Berlin à Paris en passant par Bruxelles, la réaction oscille entre incrédulité, inquiétude et colère face à une escalade jugée jusqu'alors impensable. Dans les chancelleries, on évoque en privé la crise des missiles de Cuba, la nuit où l'Europe a failli sombrer dans la guerre nucléaire, ou encore la surprise stratégique de la guerre du Kippour en 1973. Cette nuit du 16 octobre entre dans cette catégorie. Un basculement, un réveil brutal, un moment Pearl Harbor pour la sécurité européenne. Ce qui s'est produit cette nuit-là n'est pas un simple épisode supplémentaire de la guerre. C'est un signal d'alarme. Si ce basculement est ignoré, l'architecture sécuritaire européenne tout entière pourrait vaciller, exposant chaque État à une nouvelle forme de guerre, imprévisible, hybride, qui vise la logistique, mais aussi la confiance collective. Comme en 1914, quand l'ordre européen a volé en éclats en quelques semaines, une nouvelle ère de fragilité s'ouvre.
Pour comprendre en profondeur pourquoi ces événements constituent un point de rupture, il faut revenir en détail sur cette nuit où tout a basculé. Plongeons dans le cœur de l'action. Mais comment la Russie a-t-elle pu frapper avec une telle efficacité sans alerter ses adversaires? Voici, minute par minute, le déroulé glaçant de l'attaque. Imaginez, il est 22 heures passées, la nuit est calme sur Lviv, la plus grande ville de l'Ukraine occidentale. Les habitants s'apprêtent à dormir, certains consultent les réseaux sociaux, d'autres terminent leur repas. Soudain, la première salve de missiles s'abat. Les radars détectent une activité inhabituelle à la frontière biélorusse, mais l'alerte ne parvient pas à temps. Des drones kamikazes, volant à basse altitude, inondent le ciel. Les sirènes retentissent, mais déjà, les premières explosions secouent les faubourgs. En l'espace de quelques heures, Lviv, Ternopil et Khmelnytsky sont devenus des cibles. Des missiles, des drones et des bombes guidées ont fondu ensemble, submergeant la défense aérienne et brouillant les chaînes de commandement. Il ne s'agissait pas simplement de frapper fort, mais de frapper là où cela fait le plus mal, le cœur logistique de l'armée ukrainienne. L'objectif ? Déclencher un effet domino. En détruisant les stocks de carburant, les nœuds ferroviaires et les centres de communication, la Russie cherchait à paralyser toute la logistique militaire ukrainienne. Le plus vaste convoi de carburant jamais formé en Ukraine, qui aurait pu alimenter des milliers de blindés pendant des semaines, a été pulvérisé avant d'atteindre la ligne de front. Les principaux hubs logistiques, essentiels pour acheminer munitions et matériel occidental, sont soudainement restés muets. Pour ceux qui observaient, le spectacle était saisissant. Explosions en cascade, infrastructures en flammes, bourdonnement des drones dans la nuit et des quartiers entiers plongés dans le noir. Les images rappellent celles de Bagdad sous les bombes en 2003, ou encore le bombardement de Belgrade en 1999. Mais cette fois, la cible n'est pas une capitale isolée, c'est tout un réseau logistique, un système nerveux, qui se retrouve sectionné. Au-delà du chaos, c'est une faille béante dans l'architecture sécuritaire ukrainienne et européenne qui se révélait soudainement. Les experts militaires occidentaux, qui avaient parié sur la robustesse du soutien logistique allié, réalisent la vulnérabilité du modèle. Les plans de contingence, élaborés pendant des mois, volent en éclats devant la brutalité de la réalité. Ignorer la portée de ces attaques, c'est se tromper sur la nature de la guerre moderne. Ici, la Russie démontre qu'il ne s'agit plus seulement de conquérir du terrain, mais d'étrangler la capacité d'un pays à se ravitailler, communiquer, résister. C'est la leçon du blocus de Berlin, transposée au XXIe siècle, où la guerre ne se gagne plus uniquement sur le champ de bataille, mais dans les dépôts, sur les rails, dans les serveurs informatiques. Pourtant, ce n'est qu'une moitié de l'histoire. Quelles réactions immédiates, quelles conséquences pour les acteurs en présence? Les premières heures qui suivent les frappes vont déterminer l'ampleur du choc pour l'Ukraine et ses alliés. Face à la paralysie logistique, chaque décision devient cruciale. On se souvient de la panique lors de la panne d'électricité générale à New York en 1965. Le moindre grain de sable peut enrayer toute une machinerie. Ici, c'est l'armée tout entière qui vacille. Quand la logistique flanche, la guerre vacille sur ses fondations. Imaginez une chaîne humaine où chaque maillon compte. Brisez-en un et l'ensemble s'effondre. C'est exactement ce qui s'est produit le 16 octobre 2025. Le 16 octobre 2025, un séisme frappe l'Ukraine. Une série de frappes russes anéantit la majorité des réserves de carburant. Subitement, l'armée se retrouve paralysée. Sur le front, les chars restent figés, incapables de soutenir l'effort de guerre. À l'arrière, la défense s'essouffle, faute de mobilité et de ressources. Les convois humanitaires, essentiels pour ravitailler les populations civiles, sont eux aussi bloqués, aggravant la crise humanitaire. Les attaques ne visent pas seulement les dépôts. Les centres de commandement sont frappés, désorganisant la gestion des ressources et la circulation des ordres. La chaîne de décision se délite, chaque réaction devient hésitante, chaque minute coûte cher. On assiste à une répétition moderne de la blitzkrieg, la rapidité, la surprise, la désorganisation de l'ennemi. Dans les bunkers, la panique s'infiltre.
La population, déjà éprouvée par des mois de combat, sombre dans l'insécurité. L'espoir de ravitaillement s'amenuise, le moral s'effondre. Certains envisagent la fuite, d'autres la désertion. La cohésion nationale vacille. On se souvient des heures sombres de la chute de Kaboul en 2021, où la désorganisation a précipité la débâcle. Un constat glaçant s'impose. Les systèmes de défense anti-aérienne, livrés par les alliés occidentaux, n'ont pas su stopper l'offensive. Leur vulnérabilité saute aux yeux, remettant en cause l'efficacité de l'aide occidentale et la crédibilité de la protection européenne. Les analystes rappellent que même les défenses patriotes, vantées comme les plus avancées au monde, ont leurs limites face à la saturation. Les dégâts dépassent les pertes matérielles. La reconstruction des infrastructures, dépôts, voies ferrées, centrales électriques, demandera des mois, sinon des années. Le coût est vertigineux, grevant déjà les finances nationales fragilisées. À titre d'exemple, la remise en service du pont de Kertch, partiellement détruit en 2022, a nécessité près d'1 an de travaux et des centaines de millions d'euros. Négliger ce choc logistique et psychologique, c'est risquer l'effondrement non seulement de la défense, mais de la société entière. Car sans logistique, il n'y a plus d'armée. Sans morale, il n'y a plus de résistance. L'histoire regorge d'exemples où la logistique a fait pencher la balance. Napoléon en Russie, l'armée allemande sur le front de l'Est, ou encore les Américains au Vietnam. Mais la portée de ces frappes dépasse de loin le champ de bataille ukrainien. L'onde de choc atteint déjà les capitales européennes, forçant dirigeants et citoyens à s'interroger sur leur propre sécurité. À Varsovie, à Bucarest, à Vilnius, les réunions de crise s'enchaînent. Les ambassadeurs sont rappelés, les services de renseignement placés en alerte maximale. Et si cette attaque n'était que le prélude à une phase bien plus dangereuse? Dès le lendemain des frappes, un constat s'impose. Le conflit a franchi un seuil dont les conséquences restent insondables. Les stratèges parlent d'une « escalade horizontale », où la guerre pourrait s'étendre à d'autres territoires, comme ce fut le cas lors de la crise des Balkans dans les années 90. L'Occident a condamné avec vigueur. Les capitales européennes, tout comme Washington, ont multiplié les messages de solidarité et d'indignation. Mais derrière cette unité de façade, les fissures s'élargissent. Peu d'actions concrètes, aucune stratégie nouvelle et une lassitude croissante face à l'inefficacité des mesures existantes. On retrouve ici le syndrome de la Société des Nations en 1938. Des résolutions, mais peu de moyens pour les appliquer. À Bruxelles, le débat domine l'action. Certains dénoncent même une paralysie face à une Russie qui, elle, multiplie les provocations et repousse chaque limite. La confiance dans la réactivité de l'Alliance s'effrite. Les chancelleries occidentales doutent, alors que la pression monte d'heure en heure. On se souvient des hésitations de l'OTAN lors de l'annexion de la Crimée en 2014. Moscou impose désormais un nouveau rapport de force. La Russie ne tient plus compte d'aucune ligne rouge. Au contraire, elle les efface, ignorant délibérément tous les avertissements occidentaux. Les règles héritées de la guerre froide semblent désormais caduques. Comme lors de l'invasion de la Hongrie en 1956, l'équilibre des puissances est bouleversé en quelques heures. Plus inquiétant encore, la menace d'une extension du conflit plane sur toutes les frontières de l'Ukraine. La Biélorussie, la Moldavie, les pays baltes ou la Pologne pourraient-ils être les prochains à subir la tempête? Personne n'ose l'exclure, tant la dynamique semble désormais hors de contrôle. Au Kosovo, en 1999, un conflit local a failli embraser tout le continent. Au sein de l'Alliance Atlantique, les doutes grandissent. L'OTAN saura-t-elle protéger chacun de ses membres si la Russie étend l'affrontement? La crédibilité des engagements occidentaux vacille. Même la dissuasion, pilier de la sécurité collective depuis la fin du XXe siècle, révèle ses failles. Les experts militaires s'interrogent. Les stocks de munitions sont-ils suffisants? Les réserves énergétiques sont-elles à l'abri? La préparation psychologique des populations est-elle à la hauteur? Le spectre d'une escalade incontrôlable gagne en consistance. Les discours martiaux ne suffisent plus à cacher l'impuissance face à la rapidité de la mutation stratégique. Chaque jour rapproche l'Europe d'un point de rupture où l'ordre international, déjà affaibli,
menace de s'effondrer brutalement. Les leçons de l'histoire sont là. Sarajevo 1914, Munich 1938, Budapest 1956. Faute d'une adaptation rapide, l'Europe risque de perdre sa capacité à se défendre ensemble. Cela ouvrirait la porte à des crises majeures, économiques, politiques et humaines, d'une ampleur inédite depuis plusieurs générations. Imaginez la paralysie des chaînes d'approvisionnement, la flambée des prix de l'énergie, l'afflux de réfugiés, la montée des tensions sociales. Mais cette course contre la montre ne fait que commencer. Les prochains jours pourraient bien déterminer le futur de toute une région. L'histoire nous enseigne que le destin d'un continent peut basculer en quelques semaines. La mobilisation générale d'août 1914 en est un exemple frappant. Peut-on encore reprendre le contrôle ? Face à cette nouvelle ère de conflit, la question s'impose avec urgence. Comprendre les mécanismes de la crise, c'est déjà commencer à agir. L'expérience de la Finlande pendant la guerre d'hiver prouve qu'une nation bien préparée peut résister même à un adversaire supérieur. Première clé, la logistique n'est plus un détail. Elle est le cœur battant de la guerre moderne. Carburant, infrastructure, communication. Ces maillons décident de la survie des armées et de la capacité des États à soutenir un effort prolongé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la victoire alliée a reposé sur la supériorité logistique, de l'opération Overlord au pont aérien de Berlin. Les frappes massives menées par la Russie le 16 octobre 2025 contre les infrastructures ukrainiennes l'ont brutalement rappelé à toute l'Europe. Ce n'est pas seulement un défi militaire, c'est un séisme géopolitique qui bouleverse l'équilibre régional. Les experts évoquent le besoin de dissuasion par résilience, où la capacité à absorber les chocs devient aussi importante que la puissance de feu. L'Occident doit sortir de ses anciennes certitudes. Repenser les doctrines de soutien, investir dans des réseaux résilients, innover face aux menaces hybrides, ce n'est plus une option, c'est une nécessité vitale. Sans anticipation, les failles structurelles resteront ouvertes, exposant la sécurité de millions de citoyens. Le modèle israélien de défense, fondé sur la redondance et la décentralisation des stocks, pourrait inspirer de nouvelles pratiques. Mais tout ne se joue pas sur le terrain matériel. L'information est un autre champ de bataille. Dans une guerre où la désinformation se propage à grande vitesse, le rôle des médias indépendants devient crucial. Seule une information fiable permet de déjouer les manipulations et de prendre des décisions éclairées. L'expérience des printemps arabes, où les réseaux sociaux ont joué un rôle ambivalent, en est la preuve éclatante. Chaque citoyen doit donc exercer sa vigilance. Savoir distinguer le vrai du faux, recouper les sources, refuser les raccourcis, c'est une responsabilité collective. La propagande vise à semer la confusion et la peur, mais l'esprit critique reste une arme de défense. Les campagnes de désinformation, comme celles observées pendant la pandémie de Covid-19, montrent l'importance de l'éducation aux médias. Sur la scène internationale, l'urgence est de restaurer la crédibilité des engagements. Si les promesses de soutien sont trahies ou si les alliances semblent vaciller, la confiance dans l'architecture sécuritaire s'effondre. Or, sans cette confiance, la stabilité régionale et mondiale vacille. Le cas de la Syrie, où les lignes rouges n'ont pas été respectées, a laissé des traces profondes dans la diplomatie occidentale. L'impuissance n'est pas une fatalité. Rester passif, c'est laisser la porte ouverte à la paralysie et à la désinformation. Chacun peut refuser la résignation, en s'informant, en questionnant, en exigeant des comptes aux décideurs et en soutenant les médias libres. Les sociétés civiles, en Pologne ou dans les pays baltes, montrent la voie en organisant des exercices de résilience et d'alerte. Mais alors, comment l'Europe peut-elle concrètement renforcer sa résilience face à ces menaces ? C'est la question à laquelle nous devons répondre maintenant. Voici quelques pistes d'action, inspirées d'exemples historiques et des meilleures pratiques internationales. Premièrement, diversifier les sources d'approvisionnement énergétique et logistique. Comme la Suisse, qui stocke des réserves alimentaires et de carburant pour plusieurs mois, chaque État pourrait constituer des stocks stratégiques décentralisés, à l'abri des frappes massives. Deuxièmement,
renforcer la coopération entre armées européennes pour mutualiser les capacités de transport, de maintenance et de réparation. L'exemple du pont aérien de Berlin, où les Alliés ont uni leurs forces pour ravitailler une ville assiégée, reste d'actualité. Troisièmement, investir dans la formation de la population à la gestion de crise, exercice d'évacuation, sensibilisation aux cybermenaces, préparation aux coupures de courant. En Israël, chaque citoyen sait où se trouve l'abri le plus proche et comment réagir en cas d'alerte. Quatrièmement, moderniser les systèmes de défense anti-aérienne en intégrant l'intelligence artificielle et la coopération entre plateformes. La guerre en Ukraine a montré que la saturation des défenses nécessite des capacités de détection avancées et des stocks de munitions renouvelés en permanence. Cinquièmement, encourager la recherche et l'innovation dans le domaine de la cyberdéfense, car les attaques informatiques peuvent désormais paralyser un pays sans un seul coup de feu. L'Estonie, victime d'une cyberattaque massive en 2007, a depuis fait de la cybersécurité une priorité nationale. Sixièmement, soutenir activement les médias indépendants et l'éducation à l'esprit critique. Les fausses informations sont une arme de guerre, et seule une société bien informée peut résister aux tentatives de manipulation. Le modèle scandinave d'éducation aux médias, intégré dès l'école primaire, pourrait être étendu à l'ensemble du continent. Votre engagement aujourd'hui façonne la lucidité de demain. Chaque partage, chaque commentaire, renforce la circulation d'une information indépendante et soutient la vigilance collective face au brouillard qui s'épaissit. Les plateformes de vérification, comme Decodex ou FactCheckEU, sont des outils précieux à utiliser au quotidien. Les fausses certitudes et l'absence d'esprit critique sont des menaces silencieuses, mais réelles. Laisser la désinformation progresser, c'est accepter l'affaiblissement de notre capacité à réagir lors des crises. Soutenir les analyses exigeantes et les enquêtes indépendantes devient alors un impératif. Participer à des débats publics, fréquenter des médias variés et confronter les points de vue sont des gestes simples, mais décisifs. Les frappes du 16 octobre 2025 ne sont pas qu'un épisode de plus dans cette guerre. Elles signalent l'effondrement de certains garde-fous et rappellent l'urgence d'un débat public éclairé, exigeant, ouvert aux contradictions. Refuser la passivité, c'est déjà opposer une résistance. Comme lors des grandes crises du passé, l'unité et la détermination des sociétés libres feront la différence. Votre implication, si modeste soit-elle, compte réellement. En diffusant cette vidéo, en commentant, vous brisez l'isolement, multipliez les points de vue et rendez le débat plus robuste. L'indépendance de l'information ne survit que si nous la défendons, ensemble. L'histoire montre que les peuples vigilants sont les mieux armés pour traverser les tempêtes. Ensemble, opposons-nous à la désinformation. S'informer, c'est anticiper. Comprendre, c'est pouvoir agir. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Votre vigilance nourrit la résilience de nos sociétés. Restons lucides, restons solidaires, et préparons-nous, ensemble, à relever les défis qui viennent.